C'était le 15 avril 2020, 6 ans déjà depuis la disparition de l'ancien chef de maison civile du chef de l'État, Monseigneur Gérard Moulumba. Pour ce 6e anniversaire, une messe d'action de grâce a été organisée en la paroisse Saint-Léopold. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, était sur place pour prendre part à cette messe. Regardons. Hommage à Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba. 6 ans viennent de s'écouler depuis la mort du frère de feu, le patriarche Étienne Tshisekedi Moulumba, le 15 avril 2020. C'est dans l'église Saint-Léopold, Jean 23, qu'une messe d'action de grâce a été célébrée par Monseigneur évêque émérite de Tchumbe, Nicolas Ndjomo, en mémoire de l'illustre disparu. Entouré de quelques officiels, des membres de la famille biologique et de plusieurs autres personnalités, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté à cette célébration eucharistique à l'occasion du 6e anniversaire de la disparition de Monseigneur Gérard Moulumba, qui fut nommé chef de la maison civile du chef de l'État le 21 mai 2019. Monseigneur Gérard Moulumba nous a quittés, mais son héritage d'homme de la paix demeure gravé dans la mémoire collective, a dit l'officiant du jour. Il s'agit de la culture de la paix, une paix chère à notre pays, a renchéri l'abbé Maurice d'Oliveira, curé de la paroisse, qui a vivement salué la présence du président de la République à l'église Saint-Jean 23. Qu'il nous soit permis de vous exprimer de tout cœur et de grand cœur notre reconnaissance et notre gratitude. Pour être franc, votre présence dans notre paroisse, Monsieur le Président, marquera à jamais les souvenirs et les annales de notre communauté paroissiale. Vous êtes venus en chrétien prier pour le repos de votre oncle, Monseigneur Gérard Moulumba. Vous l'aviez confié à Dieu pour son repos éternel. Proposez ça et à son repos. Le chef de la maison civile du président de la République, Monseigneur Gérard Moulumba, a été évêque émérite du diocèse de Mweka au Kasaï. Le RDC porte sa voix sur la scène mondiale face aux tensions persistantes dans la région des Grands Lacs. Kinshasa monte au front diplomatique et interpelle la communauté internationale depuis Istanbul. À l'occasion de la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire, le président de l'Assemblée nationale a haussé les tons pour exiger le retour de la paix. Mais sur les images que vous allez suivre tout à l'heure, nous faisons un pas en arrière pour vous proposer l'arrivée des Meboji en Turquie. Animbalaka. En prélude à la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire, grand rendez-vous mondial des parlements prévu du 15 au 19 avril 2026 à Istanbul, en Turquie, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aimé Boji Sangara, est arrivé dans la soirée des mardis dans la capitale économique turque. À la tête d'une importante délégation parlementaire congolaise, les speakers de la Chambre basse du Parlement prennent part à ces assises internationales qui réunissent plusieurs centaines de parlementaires venus des 4 coins du monde autour des enjeux majeurs de gouvernance, de paix, de sécurité et de développement durable. Au cours de ces travaux, le débat général offrira une tribune stratégique à la République démocratique du Congo. Aimé Boji Sangara pourrait y apporter la position congolaise sur les défis sécuritaires dans la région des Grands Lacs, la consolidation de la démocratie ainsi que le rôle des parlements dans la prévention des conflits. En marge de cette assemblée, plusieurs rencontres bilatérales sont également annoncées avec ses homologues et partenaires internationaux. Objectif, renforcer la diplomatie parlementaire, consolider les relations de coopération et promouvoir les intérêts de la RDC sur la scène internationale. La participation congolaise à cette 152e Assemblée de l'Union interparlementaire s'inscrit ainsi dans une dynamique d'ouverture et de rayonnement du Parlement congolais. Au cœur des travaux, les débats généraux devraient permettre à Aimé Boji Sangara de porter un plaidoyer en faveur d'une implication plus active des parlements dans la prévention des crises, mais aussi dans l'accompagnement des processus démocratiques. En parallèle, plusieurs rencontres bilatérales sont annoncées avec des présidents d'institutions parlementaires et des partenaires stratégiques. C'est pour consolider les alliances, renforcer la coopération interparlementaire
et défendre les intérêts de la RDC dans un contexte international en constante évolution. Et le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, lui aussi prend part à cette 152e Assemblée de l'Union interparlementaire en Turquie. Comme le président de l'Assemblée nationale, lui aussi a plaidé pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Janine Kalenka nous en parlait. À la 152e Assemblée générale de l'Union interparlementaire à Istanbul, en Turquie, lors de la session du groupe géopolitique africain, le président du Sénat congolais et président en exercice de l'Union parlementaire africaine, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, a été félicité pour ce marque imposé à la tête de l'Union parlementaire africaine où il assume la fonction de président exécutif depuis novembre 2025, une fierté pour la République démocratique du Congo qui est bien cotée. Le speaker du Sénat de la RDC a pris la parole à la réunion du groupe géopolitique de tous les pays de la SADC où il est intervenu pour faire un amendement sur l'élargissement de plans d'urgence, une suggestion qui a été bien accueillie par l'Assemblée de cette session. Quant au président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, il a accueilli les délégations en rappelant le rôle des parlements dans la prévention des conflits. La présidente de l'Union interparlementaire a à son tour insisté sur l'urgence d'une action parlementaire coordonnée face aux crises climatiques, migratoires et sécuritaires. Le débat général de la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire invite les délégations à formuler des interventions tournées vers l'avenir et orientées vers l'action et à partager des bonnes pratiques concernant la façon dont leur Parlement contribue à renforcer la confiance dans les institutions publiques et dans la démocratie. Plusieurs autres réunions bilatérales se sont tenues en marge de ces assises. L'RDC, à l'heure des grands rendez-vous mondiaux, la première ministre Judith Suminwa est arrivée à Washington pour prendre part aux réunions des printemps du groupe de la Banque mondiale. À son arrivée, la chef du gouvernement a échangé avec quelques partenaires économiques. Emmanuela Commissaire et Chimendount nous en parlaient. La République démocratique du Congo affirme sa présence sur la scène économique mondiale. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est à Washington pour les réunions des printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Dès son arrivée, la chef du gouvernement a engagé des échanges stratégiques. Avec les experts du FMI, le constat est clair. Malgré un contexte international tendu, le cadre macroéconomique congolais reste globalement maîtrisé, même sous pression des dépenses sécuritaires. Les perspectives sont les bonnes, en dépit des faiblesses que nous enregistrons tous, des incertitudes au niveau international, au Moyen-Orient, parce que la guerre ici ne laisse personne neutre. Mais globalement, on note que le cadre macroéconomique reste sous contrôle. Nous sommes un pays en pleine guerre et c'est tout à fait logique et normal que nous puissions connaître certaines incertitudes sur le plan de prévision de dépenses liées à la sécurité. Prochaine étape, la 3e revue du programme attendue fin avril avec à la clé un possible appui budgétaire. Autre priorité, la santé. En audience avec Jean Kasseya, les efforts du gouvernement ont été salués, notamment l'augmentation du budget du secteur. Des pistes de financement innovants comme les échanges de dettes sont également sur la table. Les Congolais doivent être fiers de ce que le gouvernement a fait en augmentant le budget national alloué à la santé avec des initiatives propres. Et donc pour cela, la Première ministre accepte de parler devant un partenaire et des officiels le jeudi à 13h, une manifestation organisée autour d'elle pour qu'elle explique, qu'elle parle des succès de la RDC. Objectif pour Kinshasa, renforcer ses partenariats, mobiliser davantage des ressources et soutenir une croissance durable. Retournons à la Cité de l'Union africaine pour vous parler de ces balais diplomatiques qui a eu lieu hier. Le chef de l'État a reçu tour à tour le nouveau chef de la MONUSCO ainsi qu'un de ministres belges. Regardons. L'excellence des relations bilatérales séculaires d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique, ainsi que des questions de migration étaient au cœur de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu ce mardi 14 avril à la Cité de l'Union africaine avec
la ministre belge de l'Asile et Immigration, Anne-Hélène Van Bossut. Je suis très contente d'avoir rencontré le président de la République. J'ai souligné la bonne coopération qui existe depuis plus que 20 ans dans le domaine de l'asile et de la migration entre nos deux pays et qu'on va continuer sur cette voie de bonne coopération et qu'on doit travailler ensemble pour informer les gens de la bonne façon. Donc, je suis très contente que dans l'avenir aussi, on va continuer à travailler ensemble pour bien informer les gens. La ministre Anne-Hélène Van lutte contre l'immigration irrégulière et les demandes infondées. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi eu des entretiens à la Cité de l'Union africaine avec l'envoyé spécial du président de la Libye, Edam Al-Falah. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette entrevue. La Turquie organise du 17 au 19 avril 2026 la 5e édition du Forum diplomatique d'Antalya. L'ambassadeur de Turquie en RDC, Murat Ülke, est venu évoquer les sujets avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très attendu à cette rencontre, réunissant des dirigeants du monde entier. Ce forum s'érige en une plateforme pour la réflexion diplomatique internationale, mettant en avant le rôle de la Turquie dans la gestion des crises régionales et mondiales. Ballet diplomatique à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi reçu l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin. La RDC et la Chine entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération bilatérale. La bataille pour la tête de la francophonie s'intensifie. L'RDC a bat ses cartes à Berne, en Suisse. Hier, Crispin Mbadou, ministre de la francophonie, a présenté la candidature de Juliana Lumumba au secrétaire d'État au département fédéral des affaires étrangères suisse. L'RDC a également sollicité les soutiens de la Suisse. Suzy Ngoy nous en parle. La mobilisation diplomatique de la RDC pour sa candidate à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, Juliana Lumumba Amato, se poursuit. Ce mardi 14 avril, le ministre délégué en charge de la francophonie, accompagné des 2 ambassadeurs de la RDC en Suisse, a rencontré à Berne le secrétaire d'État au département fédéral des affaires étrangères suisse, Alexandre Fazel. Rencontre qui s'inscrit dans une démarche stratégique, la Suisse étant reconnue pour son poids politique et son rôle d'influence au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, un acteur clé figurant parmi les 3 principaux contributeurs financiers. Face à son interlocuteur, le ministre Crispin Mbadou a porté le message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, plaidant pour une francophonie plus inclusive, ancrée dans les réalités des pays. La candidature de la RDC n'est pas une candidature contre un État ou contre un individu. C'est une candidature qui s'inscrit dans un contexte multilatéral, donc dans un contexte de multilatéralisme et non bilatéral. Après la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, la première étape de la tournée européenne de plaidoyer s'achève avec des signaux positifs en faveur de la candidature de Juliana, des appuis stratégiques et renforcer la visibilité du projet porté par la RDC au sein de l'espace francophone. De Berne en Suisse, Suzy Ngoy Tshibouyi, Jean-Pierre Onema pour le compte de la RTNC. Coup de balai dans les aéroports, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, serre la vis. Il a évalué l'application de l'ordre opérationnel dans les aéroports pour mettre fin aux tracasseries et renforcer la sûreté dans les aéroports autour de la table. Le principal service concerné pour garantir la conformité. Bobo Anan Moukouti. Fini les désordres en Djili, le gouvernement serre la vis et lance une offensive sans précédent contre les tracasseries aux frontières à l'aéroport international d'Ndjili. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Tchabani, impose la tolérance zéro et exige l'application immédiate de mesures de rationalisation des services dans la droite ligne des instructions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'exercice consiste à dégager les services illégitimes, renforcer la sécurité, fluidifier les passages des voyageurs et sécuriser le recette public. Autour d'une table, le vice-premier ministre au transport Jean-Pierre Bemba et les responsables des services clés, Jacquemain Tchabani, a instruit les responsables de la RVA de lui transmettre la liste exhaustive des effectifs
des différents services opérant à l'aéroport. Une démarche visant à garantir le strict respect des exigences en matière de sûreté aéroportuaire et à consolider les avancées enregistrées sur terrain. Objectif, vérifier, corriger et sanctionner si nécessaire en réduisant de manière drastique des services non essentiels dans le respect strict des normes et de l'organisation de l'aviation civile internationale. La société Air Congo vient d'enrichir son personnel navigant après l'accueil des hôtesses de l'air après une formation à Addis Abeba en Éthiopie. La société Air Congo investit dans le capital humain pour améliorer ses performances. Elle vient de s'enrichir d'une équipe importante de personnel navigant qui, après avoir suivi une formation de haut niveau à Addis Abeba en Éthiopie durant 3 mois, viennent de regagner la mère patrie. Composée essentiellement des Congolais, 20 au total, dont 13 femmes et 7 hommes, ils serviront désormais comme hôtesses de l'air chez Air Congo SA. Notre retour intervient à un moment clé de notre développement. Notre ATR va faire de nouvelles lignes. Nous allons désenclaver Bunia, Beni, Isiro, Badolité. Nous sommes déjà, comme vous le savez, nous couvrons déjà toute la République et il nous reste seulement d'aller dans les petites villes pour désenclaver. Cette étape importante de formation de notre personnel s'inscrit dans la dynamique de modernisation et de relance des secteurs stratégiques du pays, impulsée sous le leadership éclairé de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État dont la vision accorde une place essentielle au développement du transport aérien et à l'amélioration de la qualité des services publics. Notons par ailleurs que cette formation avait comme thématique principale la serviabilité ainsi que la sécurité avant, pendant et après le vol avec un objectif affiché, renforcer la qualité de service pour assurer le bien-être des clients d'Air Congo SA. La Fondation Lona a célébré les meilleurs élèves de la province du Haut-Katanga à travers la 2e édition de la Bourse Excellencia. Ces meilleurs élèves ont reçu le prix du maire du gouverneur. Regardons. Ils sont 91 à avoir été sélectionnés après le test du 26 octobre 2025 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. 91 jeunes distingués pour leurs résultats scolaires et leur discipline. Familles et proches savourent avec fierté ce moment attendu, la remise des prix de la 2e édition du programme des bourses Excellencia Watanchi, une initiative de la Fondation Lona en partenariat avec la province du Haut-Katanga. Dans son mot, le gouverneur ad intérim Martin Kazembe-Choula a tenu à rappeler aux boursiers la valeur de cet engagement. Comme d'habitude, nous allons procéder encore au recrutement. Et selon la vision de la distinguée première dame, nous devons aller au-delà de notre vie. Cette fois-ci, nous serons même dans nos territoires. Nous devons encourager nos compatriotes qui sont en Itoaba, à Puerto, Kasenga, Kambov, Sakanya, Kipushi, partout. Ils doivent être concernés. Parce que la distinguée première dame a ce grand cœur là-dedans. Une fois de plus, je vous encourage et je vous souhaite un bon vent. La Fondation Lona inscrit cette initiative dans une vision à long terme. Nouveaux boursiers, nous vous souhaitons bonne chance dans la suite de votre parcours. Soyez rassurés, la Fondation Lona ne vous abandonnera jamais. Elle restera à vos côtés, vous accompagneront tout au long de votre cheminement académique, avec pour objectif de vous voir atteindre les meilleurs résultats aussi. Aux côtés des lauréats, la reconnaissance est vécue avec beaucoup d'émotion et d'ambition. Ça a été pour moi une très grande joie, je ne vais pas mentir. Un honneur même de recevoir ce prix aujourd'hui. À travers ce programme, la Fondation Lona, portée par la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, s'impose comme un acteur majeur de promotion de l'excellence scolaire en République démocratique du Congo, en accompagnant chaque année des centaines de jeunes talents vers un avenir plus ambitieux.
Chaque minute compte. Les RDC se prépare à déployer l'étoile bleue pour sauver des vies avant l'hôpital. Médecins, infirmiers, sages-femmes retournent sur les bancs. Ils apprennent le geste fort qui font la différence entre la vie et la mort avant l'évacuation. Des travaux lancés par le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. La suite avec Robert Ndechi Sensé et Turbo Chimanga. La deuxième journée de la formation en prise en charge préhospitalière est essentiellement pratique. Infirmiers, ambulanciers et volontaires s'entraînent sur des scénarios ultra réalistes. Comment prendre en charge un patient dès les premières minutes critiques jusqu'à son transfert à l'hôpital. Dr Mario Ngandombe, urgentiste chevronné, rappelle aux apprenants les décisions de première minute. Alors tout ce qu'on fait ici, il y a des ateliers qu'on est en train de faire, juste pour apprendre aux gens des gestes techniques, qui soient très forts, qui soient aussi très confidents dans ce qu'ils font pour que on sauve des vies. Les formateurs insistent sur le fait que prendre en charge commence avant les gestes techniques. Les exercices de cette deuxième journée sont centrés sur l'urgence la plus fréquente en contexte préhospitalier, rassure Dr Prudence, coordonnatrice de l'Étoile Bleue. Dans ce système SAMU, nous allons installer un centre de régulation des appels où il y aura un numéro vert gratuit, où les gens qui sont en détresse, où les témoins pourront appeler. Et là, ils vont pouvoir être entendus par des téléopérateurs qui sont toujours des professionnels de santé. Cette formation est une suite logique de la mobilisation de l'expertise congolaise de la diaspora pour booster la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Et face aux défis persistants du système de santé, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, veut implanter les systèmes SAMU en République démocratique du Congo avec Étoile Bleue. Samuel Roger Kamba est motivé par l'urgence de combler les lacunes en infrastructure et en compétences spécialisées. Il veut injecter innovation et efficacité en République démocratique du Congo. Briser les silences sur l'autisme, c'est l'objectif du grand salon qui s'est ouvert cet avant-midi à Kinshasa. Pendant 2 jours, le centre Never Limit Children veut changer le regard sur les troubles du spectre autiste et aussi briser le tabou. Toto Songo nous en parlait. Briser le silence et changer les inclusifs. À Kinshasa, le centre Never Limit Children lance le grand salon de l'autisme au Fleuve Congo Hôtel 2 jours pour informer, sensibiliser et surtout inclure. Spécialistes, parents, éducateurs et le professionnel de la santé s'y retrouvent pour mieux comprendre le trouble du spectre de l'autisme, partager leurs expériences et renforcer la prise en charge des enfants concernés. Ces colloques soient les catalyseurs de nouveaux partenariats entre nos universités, nos chercheurs, les services de santé et le monde associatif. Ensemble, transformons ces savoirs en une force d'action coordonnée pour l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, la particularité, c'est que nous avons parlé du trouble du spectre autistique et la scolarité. C'est pourquoi nous avions associé le gouvernement. Déjà, la prise en charge des enfants autistes ne peut passer que par des structures privées. Il faudrait que le gouvernement s'implique. Et nous sommes très heureuses aujourd'hui parce qu'il y a eu la représentation de la première ministre chef du gouvernement, aussi du ministère de l'Éducation nationale. Déjà, la mauvaise compréhension de l'autisme a mal défini la personne autiste. Donc, c'est que les gens pensent généralement que ces enfants doivent aller dans des structures spécialisées. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on parle d'un monde inclusif. Donc, ces enfants ont droit d'aller dans des structures ordinaires parce qu'un autiste peut apprendre chaque jour de sa vie. Un rendez-vous crucial pour faire évoluer les mentalités. Car mieux comprendre l'autisme, c'est déjà faire un pas vers une société plus inclusive. Le programme Infrastructure Talent Port vient d'être lancé depuis le 14 avril dernier. La mission et l'objectif de ces gigantesques programmes dans ces reportages de Jacques Abouaba. C'est en présence du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, et du ministre d'État en charge de la formation professionnelle et métiers, Marc Ekila, ainsi que des directeurs généraux et cadres des entreprises publiques et privées du secteur des infrastructures des transports et de la logistique, que le président du think tank RDC Stratégie, Bodom Matongulu, a procédé au lancement officiel du programme Infrastructure Talent, une initiative stratégique visant à former une nouvelle génération des jeunes talents professionnels dans les secteurs clés des infrastructures de transport en RDC. Il ambitionne de doter le pays des compétences qualifiées couvrant l'ensemble de la chaîne des valeurs des métiers de l'écosystème portuaire, aérien, routier et ferroviaire. Cela
afin de soutenir durablement la modernisation et la compétitivité des infrastructures nationales. Aucune politique d'infrastructure ne peut réussir sans une politique ambitieuse du développement du capital humain. Nous pouvons construire des ports modernes, nous pouvons mobiliser des financements, nous pouvons attirer des investisseurs, mais sans compétences nationales solides pour les concevoir, les gérer, les optimiser et les sécuriser, nous restons dépendants et nous limitons l'impact de ces investissements. Dans son intervention, le doyen de la faculté de Polytechnique à l'UNIKIN est revenu sur l'importance des experts locaux exclusivement pour des grands projets. Le ministre d'État en charge de la formation professionnelle et métiers, Marc Ekila, a également martelé sur la disposition d'une main-d'œuvre locale à la fois quantitative et qualitative, ce qui permettra de réduire la dépendance à l'expertise extérieure et de renforcer la gouvernance de nos infrastructures. Un appel fort a été lancé aux entreprises publiques et privées du secteur des infrastructures de transport ainsi qu'aux banques pour s'engager comme partenaires stratégiques et sponsors en investissant activement dans la construction d'un capital humain solide. Blackout dans le cœur de Kinshasa, Gombe, Lingwala, Kinshasa sont plongés dans le noir en cause les violentes pluies qui ont mis KO la sous-station Golf de la SNEL à Gombe. Sur le terrain, les équipes d'intervention sont à pied d'œuvre. Objectif, rétablir le courant dans un bref délai, nous précise Yvette Makuntima. Plongé dans le noir en pleine nuit, une panne majeure secoue Kinshasa. La sous-station Golf de la SNEL SA à la Gombe est hors service depuis 1h du matin après de violentes pluies ayant endommagé les lignes moyenne tension. Résultat, plusieurs communes dont Gombe et Lingwala privées d'électricité. Mais sur les terrains, les équipes sont déjà mobilisées pour localiser et réparer la panne. La sous-station Golf est alimentée par deux câbles, gros câbles 30 kV qui partent du poste de Bandal, communément appelé poste de Lingwala, jusque ici où nous nous retrouvons à la sous-station Golf qui alimente la commune de la Gombe, Kinshasa, Lingwala. Suite à la panne sur le premier câble, nous avons basculé la situation de la sous-station Golf sur le deuxième câble qui était resté en service. Malheureusement, avec la pluie, depuis 1h du matin, le deuxième câble est tombé aussi en panne, ce qui met la sous-station totalement hors service. Nous nous sommes attelés à trouver une ligne de secours. Nous pouvons dispatcher, à sélectionner quelques sensibilités, notamment l'hôpital Mama Emo, la partie maternité. La reprise de l'exploitation normale se fera sans délai. La SNEL SA se veut rassurante, tout est mis en œuvre pour un rétablissement rapide avec des mesures d'urgence pour alimenter les zones stratégiques. Les bois reprend via Delvaux après un mois de décembre noir où la flamme avait tout ravagé. Le marché artisanal se relève petit à petit. Porté par le projet gouvernemental FOGEC, les artisans menuisiers relancent le machine et commande. Ils ont aussi applaudi le dynamisme du gouvernement congolais. Vital Pagabita nous en parle. Une véritable bouffée d'oxygène à l'artisanat de Binza Delvaux. Après l'incendie qui avait tout réduit en fumée en décembre dernier, le marché artisanal de Delvaux revenait de ses cendres, avec à la clé la relance des activités des menuisiers. Et cela grâce au soutien financier des FOGEC, Fonds de garantie à l'entrepreneuriat au Congo. D'où la reconnaissance des artisans à l'endroit du gouvernement à travers les FOGEC. Mais nous avons eu une relance pour remonter encore nos travaux qui étaient perdus là-bas. Ayant salué la résilience des artisans victimes de l'incendie, le directeur général des FOGEC, Laurent Mouzembe, a promis de poursuivre son accompagnement pour l'éclosion de l'entrepreneuriat dans ce secteur. Et donc l'idée était de les aider à avoir des documents, à se formaliser pour pouvoir prétendre à des crédits. Et pendant qu'on travaillait, octobre arrive, un incendie arrive qui est un malheur, que le gouvernement s'est mobilisé, la présidence et même la primature, le président de la République et même la première ministre qui ont promis de les aider. Et pour les aider, c'était des structures comme nous, le FOGEC. Aujourd'hui, ils sont près de 300 menuisiers artisans de Delvaux qui sont formels. Et dans ces 300-là, un premier lot de 30 a déjà eu leur financement. Donc ils ont eu des crédits de relance déjà. Et il y a 250 dossiers qui sont en étude encore chez nous, qui seront financés très vite. La reprise est certes timide, mais le FOGEC aura le mérite d'avoir fait résonner à nouveau les marteaux au marché des meubles
à Binza Delvaux. C'est dans la commune de Ngaliema. Coup de sifflet final pour le mois de la femme au sein de différentes structures du ministère de l'Intérieur. Les femmes de ces structures se sont retrouvées pour clôturer en beauté le mois de mars. Elles ont réfléchi ensemble sur la promotion des droits des femmes et leur participation aux postes décisionnels. Toto Sungu et Joséphine Lyon nous en parlaient. Sécurité, identification et formation, tels sont les mots-clés au centre des échanges entre les personnels de l'Inspection générale de la territoriale UGTER, de l'Office national de l'identification de la population ONIP et de l'École nationale de la territoriale. Dans cette démarche, l'accent a été mis sur les droits garantis de la femme et de la jeune fille dans ces secteurs pris en charge par ces trois structures placées sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Pour y parvenir, l'expertise des femmes cadres de l'ENT, de l'UGTER et de l'ONIP a été mise à profit afin d'outiller leurs pairs. Quand vous vivez sans identité, vous passez inaperçu. C'est comme si vous n'avez pas vécu. Au Congo, les femmes naissent, elles vivent, elles meurent sans être identifiées. Nous sommes sûrs que tout ce qui est sécurité de la femme et de la jeune fille peut trouver une solution. Nous avons parlé de ce thème pour sensibiliser la jeune fille, pour sensibiliser la femme. Tôt ou tard, c'est un cadre de ce pays. Mohamed Ndeze, vice-ministre aux Affaires coutumières, a à cette occasion souligné que les résolutions issues de ces assises peuvent influencer les décisions en faveur de femmes. En investissant dans la sécurité, l'identité et la formation des femmes et des filles, nous investissons dans l'avenir de notre pays. Les conclusions qui en découleront devront contribuer à orienter les politiques publiques et à renforcer l'action gouvernementale en faveur des femmes et des filles. Cette journée se conclut par un engagement collectif des participants et leur volonté de transformer les recommandations en actions concrètes. L'Europe noire d'Afrique font bloc à Kinshasa. Les droits des affaires est sur la table au cours d'un travail de 2 jours pour muscler la transparence, la conformité et la sécurité juridique des entreprises en Afrique. Ces travaux organisés par l'Ordre national des avocats et la Conférence internationale des barreaux ont été lancés par le ministre d'État de la Justice, Guillaume Ngefa. Regardons. C'est un rendez-vous de haut niveau qui réunit avocats, experts et praticiens du droit venus de plusieurs pays d'Afrique. À l'initiative de l'Ordre national des avocats de la RDC, en collaboration avec la Conférence internationale de barreaux et d'autres partenaires, ces assises mettent en lumière les enjeux actuels du droit des affaires en Afrique. Pendant 2 jours, les participants planchent sur des questions clés, transparence, conformité et sécurité juridique dans la gestion des entreprises africaines. Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, qui a lancé ces travaux, a salué les thématiques qui seront débattues tout au long de ces travaux. Notre objectif est clair et exigeant. Faire du droit Rwanda non pas un simple cadre normatif de référence, mais un instrument pleinement effectif de discipline économique, de sécurité juridique et de confiance institutionnelle. Le bâtonnier national, Michel Chebele, a quant à lui insisté sur l'importance de ces rencontres considérées comme formation continue, mais aussi d'échanges et de renforcement de liens entre barreaux au niveau de l'Afrique. L'avocat doit continuellement adapter ses compétences aux exigences nouvelles dues aux mutations profondes qui bouleversent le monde des affaires. La bonne gouvernance des entreprises. Après les allocutions, place aux travaux. Les premières communications ont porté notamment sur les personnalités morales et les organes de gouvernance devant un public attentif. Les activités se poursuivront jusqu'au 18 avril avec notamment le Forum international des bâtonniers suivi de la réunion stratégique du conseil d'administration de la Conférence internationale de barreaux. Lutte contre le travail des enfants dans les mines, un pas concret vient d'être franchi. Le Fonds national des promotions et des services sociaux a remis 2 équipements informatiques au secrétariat du ministère du Travail pour renforcer le dispositif national de surveillance et d'alerte. Cédric Hénin. Lutte contre le travail des enfants, un pas concret vers la surveillance des sites miniers. La riposte contre les pires formes de travail des enfants se renforce en RDC. Le Fonds national des promotions et services sociaux, FNPSS, dans le cadre du projet PABEA Cobalt, a procédé
à la remise des matériels informatiques au secrétariat du ministère du Travail, appuyant ainsi les comités nationaux de lutte contre ces fléaux. Le but est de doter les acteurs clés d'outils modernes pour mettre en place un dispositif efficace de surveillance et d'alerte sur la présence des enfants dans les mines et sites miniers. Un geste fort qui marque une avancée stratégique dans la protection des droits de l'enfant et la traque des pratiques illégales au cœur du secteur minier congolais. Ces matériels viennent de tout un lot de matériels qui nous ont été offerts pour organiser les dispositifs informatiques par rapport au système de surveillance des enfants dans les mines et l'alerte. Parce que c'est vrai que le PABA Cobalt a réussi à sortir pratiquement, je peux le dire sans peur d'être contredit, tous les enfants de la filière Cobalt. Plusieurs rapports viennent de l'attester, mais nous devons tous travailler pour que ces enfants ne rentrent plus là-bas. Par ailleurs, cette activité entre dans le cadre des activités du projet PABA Cobalt, initiative du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et financée par la Banque africaine de développement. Norbert Basengezi Kantetima a été élu deuxième vice-président du Sénat avec 87 voix sur 95 votants. Une victoire laissée entre les mains du Seigneur. Une messe d'action des grâces a été organisée le dimanche dernier à l'église pentecôtiste. Regardons. C'est une soirée de gloire qui marque le début d'une nouvelle mission politique confiée à un chrétien. Le chrétien et les invités de Marc se sont rassemblés dans ce temple pour rendre grâce à Dieu qui a permis l'élévation du sénateur Norbert Basengezi au poste du deuxième vice-président du Sénat. L'église du Christ au Congo a confié entre les mains du très haut Dieu créateur son digne fils Norbert Basengezi afin de bien forger les outils pour conduire à bon port les missions qui lui sont confiées avec sagesse et perspicacité au sein de la chambre haute du Parlement. Le prédicateur du jour lui a recommandé, selon les écrits bibliques, d'être un modèle aspirant à la perfection à la stature de Jésus en étant dans ce monde, rappelant ainsi les livres des psaumes 126. Après avoir reçu la bénédiction des pasteurs de l'ECC pour la réussite sans faille dans son ministère, le président de l'ECC, Dr André Gédéon Bukundoa, a remis au deuxième vice-président du Sénat une Bible symbolisant la lumière sur son chemin. Le deuxième vice-président du Sénat, Norbert Basengezi Kantetima, a exprimé sa reconnaissance à ses collègues et à sa famille politique pour leur soutien remarquable qui a abouti à son élection. Après avoir dit merci à Dieu, je dis merci à un homme à travers qui cette bénédiction est faite. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a fait son dévolu sur moi malgré les vagues. Qu'il soit également applaudi. Et à travers ce choix, c'est toute une nation qui s'élève. C'est fini pour ces journaux de 20h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 23h avec Marie-Louise Mbela. Au revoir.